Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Alors pour ce nouvel épisode, un petit peu spécial, au cœur de l'été, j'avais envie de faire un petit bilan de ces 2 ans et demi presque de podcast, notamment avec David, David de la chaîne Tu joues ou quoi. Hello. Voilà, ça fait plaisir aussi de t'avoir à ce micro. Alors même si on fait pas le jeu de l'interview, parce que t'avais pas trop envie forcément de faire le jeu de l'interview. Bah non, et puis moi ça me fait bizarre parce que j'ai pas de caméra en face de moi, du coup ça me perturbe un peu, je suis pas dans ma zone de confort. Ouais, alors c'est ça qui est drôle parce que toi ta zone de confort c'est avec la caméra et moi c'est plutôt sans. Donc c'est bien, on est complémentaires. C'est ça. Donc l'idée c'était de vous faire un petit peu, qu'on soit un petit peu transparent aussi sur le fonctionnement du podcast, sur les statistiques, sur l'évolution, et puis qu'on parle aussi un petit peu des interviews les plus marquantes de ces 2 saisons et demie, on va dire. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de faire un petit boujou, comme on dit, à tous les gens qui écoutent le podcast qui ne connaîtraient pas les vidéos. Ouais. Qui sont tes écouteurs, tes auditeurs. Et du coup, voilà, écoutez, ça fait plaisir de vous parler directement, c'est cool. Ouais, voilà, je pense qu'on a des visionneurs et auditeurs en commun, bien sûr, mais effectivement, il y a aussi des fans de format podcast. Donc et on est sur des formats différents, voilà, parce que l'idée de départ quand même du podcast, c'était que David, qui vous explique les règles de jeux de société depuis 5 ans. Et pas que, qui va faire les festivals, qui donne des avis, qui fait des tops aussi de temps en temps. Moi, de temps en temps, vous m'avez vu apparaître sur ces vidéos, pas forcément toujours très à l'aise. J'avais même essayé un format élémentaire Macatwoman, parce que mon surnom sur les réseaux, c'est Macatwoman. Vous pouvez me trouver d'ailleurs sur Board Game Arena aussi avec ce pseudo. Et en fait, j'avais testé ce format parce que j'adore les jeux d'enquête. Et moi, ça me saoule vraiment. Voilà, souvent. c'est ça. Donc du coup, c'était l'occasion de pouvoir parler des jeux d'enquête sans que je sois obligé de le faire. Exactement. Donc ça, c'était une bonne chose. Donc c'est vrai que c'est toujours été un peu l'idée, c'est de comment on pouvait être complémentaires, en fait, l'un et l'autre, sur un format de jeu qu'on aime. Le problème des jeux d'enquête, c'est qu'on s'aperçoit quand même relativement souvent que c'est un peu, on va dire, les mêmes bases, quoi, et que du coup, si on veut expliquer un jeu d'enquête sans le spoiler, c'est compliqué finalement. Ouais, donc, c'est quand même très difficile. Ouais. Finalement, ça marche que moyennement parce que, en fait, on explique tout le temps un peu la même chose. C'est ça. Ça peut être même un peu frustrant d'ailleurs, parce qu'il faut un format assez court et c'est difficile de dire des choses sans trop en dévoiler, quoi. Donc, c'est vrai que ce format, on l'a abandonné un peu, quoi. Maintenant, je parle de vidéos d'enquête de temps en temps, mais c'est plus rare. Et comment on pouvait être complémentaire, c'était ça. C'était l'idée que moi, je puisse faire les coulisses du monde du jeu, pendant que toi, tu expliquais plutôt le côté des règles de jeu, le jeu en lui-même. C'est surtout aussi ton amour de la radio. Tout à fait, oui, bien sûr. Ton envie de retrouver un peu les sensations que tu avais connues à l'époque quand tu étais jeune et que l'on ne se connaissait pas, de faire la radio universitaire, et du coup, tu retrouves ça un peu dans les podcasts. C'est ça. Je pense que c'est un peu ça aussi. Oui, exactement. Ouais, oui, comme tu dis, en formation d'école de journalisme, j'ai eu la chance de créer une radio étudiante et c'était cool. Et derrière, de faire aussi un peu ce métier-là au début de ma carrière. Mais c'est vrai que la radio, c'est un format libre en fait que j'ai toujours aimé. Et le podcast, il permet vraiment ça. Et puis l'avantage, c'est que ce milieu-là étant un milieu très rempli, j'allais dire, de gens hyper cool, hyper gentils, c'est que du coup, ça permet d'avoir tout de suite, très rapidement, en fait, des gens très connus du milieu sans forcément qu'il y ait de barrières ou quoi. On n'est pas du tout comme dans le cinéma, on va dire, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut toujours passer par des agents ou quoi, alors que là, en fait, les gens sont accessibles tout de suite et sont très cool, quoi. Oui, c'est sûr. J'aurais voulu lancer un podcast sur le cinéma. C'est sûr qu'au tout départ, j'aurais cherché à avoir des interviews. Ça aurait été très compliqué, c'est sûr. Alors là, ma première interview, ça a été Antoine Boza, quand même. Bah oui. D'ailleurs, on s'en est même aperçu, parce que tu voulais essayer d'attraper à Cannes, je ne sais plus son nom, l'acteur de cinéma qui fait partie du jury. Et on nous avait déjà prévenu que c'était compliqué d'aller le contacter parce que justement, il fallait passer par un agent ou des choses comme ça. Et du coup, tout de suite, c'est plus dur, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont effectivement un autre statut. Ça s'est lancé il y a 2 ans et demi, au moment du Festival de Cannes. J'ai concrétisé le projet parce que jusqu'à maintenant, j'osais pas trop. Et c'est un peu toi qui m'as fait le forcing aussi en disant allez, on y va ensemble et puis tu prends tes premiers rendez-vous et let's go, quoi. Bah ouais. Puis c'était un truc, une partie qu'on n'avait pas. Donc voilà, c'est bien. Le podcast, je trouve c'est cool. En tout cas, moi, je m'amuse bien à le faire à chaque fois et à rencontrer tous ces acteurs super intéressants. Donc aujourd'hui, effectivement, on en est à 62 épisodes.
Déjà. Un petit peu plus en termes de personnes, parce qu'il y a eu des interviews, alors surtout dans la première saison, j'ai eu des interviews où il y avait 3 personnes, par exemple, ou 2 personnes. C'est moins dernièrement, mais ce qui fait qu'en final... C'est parce qu'au début, tu parlais, je pense, un peu plus de jeux que des personnes. Il y avait eu ça aussi. Il y avait effectivement présenté un jeu. Je me souviens de Trax, par exemple, où Ouais. ils étaient 3, des choses comme ça, où là, effectivement, ils avaient gagné, je crois, ou sélectionné pour l'Asdor. Je sais plus s'ils avaient gagné, non, Non, je peut-être crois pas, non. Ils n'étaient pas sélectionnés ou un truc comme ça, mais en tout cas, du coup, tu avais essayé plutôt d'aller dans ce sens-là au début, alors qu'en fait, maintenant, tu es plus sur les personnalités, Les parcours aussi. parcours des gens, et puis découvrir des métiers différents. Ouais, oui, c'est une des raisons, tu as raison. Donc, au final, j'ai déjà interviewé 73 personnes dans le monde du milieu ludique. Beaucoup plus d'auteurs, quelques illustrateurs, des éditeurs également, mais une majorité d'auteurs, et puis quelques métiers. Il y a eu chargé de com, il y a eu chef de projet déjà. Mais il y a encore des côtés que je n'ai pas encore explorés, notamment... Et le PDG Martin. Oui, un PDG, Martin, effectivement, Martin Montreuil. Mais il y a des côtés que je n'ai pas encore explorés, par exemple, de toute la chaîne du jeu de société. C'est les distributeurs, les boutiques ludiques, notamment, même les cafés ludiques. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi pas mal de choses encore à faire et à explorer. Donc, j'ai des idées, en tout cas. Donc, ça viendra. Donc là, en fait, j'en suis à plus de 41 heures d'interview. Quand je regarde mes stats, si vous voulez écouter tout d'un coup. Bah, faut faire plusieurs fois les retours du nord au sud de la France. Ouais, peut-être bien, ouais. Parce que c'est environ 12 heures, 12-13 heures, si on veut aller vraiment du nord au sud, je pense. Donc voilà, quoi, ça fait 4 fois, quoi, environ, 3 fois et demi. Ouais, 41h26 précisément d'interview. C'est quand même pas mal déjà. Je t'avoue que je sais pas combien d'heures d'enregistrement de vidéo j'en suis, mais on va dire qu'avec une moyenne de 20 minutes pour 560 vidéos, ça fait un paquet d'heures. C'est même plus que 20 minutes. Une moyenne de 20, bah non, parce qu'il y a des vidéos peut-être un peu plus courtes, donc on va dire une moyenne de 20 minutes, ça fait 3 vidéos pour 1 heure, donc 560 divisé par 3, voilà, ça fait le chiffre. C'est sûr que toi, il y a pas mal de choses à voir aussi. Et en termes de téléchargement, donc là, moi, sur ma plateforme, la plateforme Ocha, sur laquelle le podcast est hébergé, il y a 21 400 téléchargements à peu près. C'est plutôt pas mal, hein. Ça fait, si on ramène ça pour faire une moyenne en divisant par 62, on doit être pas mal quand même. Donc ça, c'est que Ocha. Parce que forcément, le podcast, il est aussi disponible sur YouTube. Et là, les stats n'interviennent pas sur la plateforme Ocha. Donc, en revanche, ça, je ne les ai pas. Parce qu'il y a toutes les stats sont mélangées un peu. Faire qu'on demande à Christian. Christian, ouais. On vous en parlera après de Christian. Ça fait une moyenne de 350 à peu près, 345 écoutes par épisode. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça d'un épisode à l'autre. Sachant que ce qui est cool, en fait, je pense, par rapport aussi au format que je fais, c'est que régulièrement, les interviews, je vois qu'elles sont écoutées. Même si c'est une interview d'il y a 2 ans, elle est écoutée. C'est pas comme un format où on parlerait de news. Forcément, les news d'il y a 2 ans, elles seraient plus forcément très, très intéressantes. Régulièrement, il y a quand même de l'écoute. Mais ça, c'est sans compter YouTube, hein, parce que les podcasts sont disponibles sur YouTube aussi. Alors, je peux pas sortir les stats comme ça, parce qu'il faudrait que je fasse des additions dans tous les sens. Mais bon, voilà, il y a évidemment des vues sur YouTube, puisque c'est un format, du coup, avec une image fixe. C'est fait directement par YouTube, hein. Ça génère des vues quand même. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui écoutent, enfin c'est même sûr d'ailleurs, qui écoutent le podcast sur YouTube. J'ai cherché en fait les épisodes qui sont les plus écoutés, ceux qui ont eu le plus d'audience, ce soit sur Ocha et sur YouTube. Est-ce que tu sais quel est l'épisode qui a eu le plus d'écoute jusqu'à aujourd'hui? Bon, bah, j'irais bien taper sur un... Enfin, j'irais bien taper, c'est une façon de parler, parce que je lui veux rien de mal à ce monsieur. J'irais bien dire soit un Bruno Catala, soit un Antoine Bozat, hein. C'est bon pour Bruno Catala. Alors Bruno Catala, en fait, il a le plus d'écoute si je compte Ocha plus YouTube. Il est à Ocha plus YouTube, il est à 1570 écoutes. Ouais, bah tu vois, j'ai la stat de Guillaume, monsieur Guillaume, qui est du coup une personnalité très forte aussi. Bah, monsieur Guillaume sur YouTube, 362. Donc ça, t'es au-delà de ta moyenne habituelle, rien que sur YouTube, puisque la moyenne ne comptait pas YouTube. C'est ça. Bah, là, en fait, si je regarde les 4 épisodes qui ont été le plus écoutés en comptant toutes les plateformes, pour le coup, on a Bruno Catala en proms. Frédéric Henry, je pense aussi. Alors, en 2, on a Penelope Gaming. En 3, on a Frédéric Henry. Et en 4, on a Monsieur François. Ouais, parce que Fred, il est à 542 sur YouTube, tu vois. Ouais. Donc, du coup... c'est plutôt bien. Hein. Ouais, donc voilà, effectivement, ça monte avec YouTube. Hein. YouTube nous amène aussi pas mal d'écoutes, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, est-ce que tu sais quels sont les 4 pays d'où on nous écoute le plus? Bah, forcément la France en premier. Ensuite, je dirais peut-être la Belgique
Ensuite, peut-être le Canada. Et en quatrième, je dirais la Suisse. Et bah, t'as tout bon dans l'ordre. Voilà. En fait, alors je triche un peu sans tricher. C'est parce que c'est un peu ce qui m'arrive aussi sur la chaîne YouTube. Donc, du coup, forcément, c'est les pays francophones. Je sais qu'il y a ces écoutes-là. Et d'ailleurs, même sur la chaîne YouTube, je crois que le Canada est passé devant peut-être même la Belgique. Après, ça dépend. D'un mois sur l'autre, moi, je vois que ça peut varier. Mais en tout cas, si on regarde les stats depuis le tout début, c'est ça. C'est la France, c'est forcément 78% d'écoute. Belgique et Canada sont à peu près pareils, à 6-7%. Et la Suisse... 6-7%, c'est bien. Hein. Ouais. C'est des montants qui sont hauts, en fait. Et la Suisse, on est à 3,5%. Et ensuite, on a d'autres pays. J'ai quelques stats qui viennent d'ailleurs. Alors, sans doute des francophones qui habitent donc aux États-Unis, en Allemagne, au Luxembourg, au Japon, en Israël. Ah, Japon, j'ai déjà eu aussi ça. Ouais. Japon, Israël, Espagne. Ah ouais. Voilà. Après, il y a d'autres pays, ça, il y a une fois une écoute, c'est peut-être une erreur. Mais... D'ailleurs, je serais curieux de savoir si certains d'entre vous qui écoutent ce podcast tout de suite sont des Canadiens, parce que nous, on aime particulièrement écouter les podcasts ou les vidéos de nos amis canadiens, québécois, comme vous voulez, parce qu'il y a l'accent. Ouais, l'accent qui nous fait plaisir, il y a les mots utilisés, etc. Et en fait, quel est votre ressenti à vous en tant que Québécois lorsque vous entendez des Français en podcast ? Est-ce que l'accent vous plaît, par exemple? Ça pourrait être drôle à savoir ça. Est-ce que vous kiffez l'accent des Français, par exemple? Ouais, c'est vrai ça. Parce que moi, j'aime beaucoup l'accent aussi québécois. C'est très chantant. Il y a du sourire, je trouve, dans cet accent. Donc, je ne sais pas si c'est le même ressenti, effectivement, de l'autre côté de l'Atlantique. Ensuite, donc, sur les plateformes d'écoute, grâce à Ocha, c'est l'un des avantages de cette plateforme, c'est que je suis diffusée sur une multitude de plateformes d'écoute. Qu'est-ce qui revient en top 3, en fait, des... En top 3, moi, je dirais Apple Podcast. Ensuite, je dirais Spotify, puis peut-être Deezer. Mais je ne crois pas qu'il y ait un truc podcast sur Deezer. C'est-à-dire qu'en fait, tu cherches ton podcast, mais il n'y a pas un onglet podcast. Je ne sais pas, le troisième, j'en sais rien. C'est Podcast Addict. Ah ouais, je ne connais pas. Moi, donc, c'est un truc à télécharger. C'est carrément dédié Sinon, à ça. les deux autres, j'ai bon. Spotify en 1. Avec 31% d'écoute, Apple Podcast en 2 avec 26%, et Podcast Addict en 3, en même placement que Deezer. Podcast Addict, je ne l'aurais jamais sorti parce que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est les plateformes d'écoute, je pense que ce sont aussi les plateformes... Et du coup, je gagne quoi? Parce que je réponds bien aux questions depuis tout à l'heure, en fait, je suis pas mal. Tu gagnes quoi? Tu gagneras un bisou, voilà. Oh. Donc voilà à peu près pour les stats, grosso modo. Je m'aperçois que j'ai un trou à ma chaussette. C'est super ça. Heureusement qu'on n'est pas en vidéo. C'est ça, c'est l'avantage du podcast, j'ai envie de te dire. Tu vois, là on pourrait être en pyjama. On peut enregistrer en slip. On pourrait être en pyjama. Tout le monde s'en fout, personne ne le saurait. Voilà, et là on est tranquillement dans notre salon et c'est top aussi. C'était d'ailleurs ce que m'avait dit mon cousin, que vous avez déjà vu dans les vidéos. En fait, vu qu'on le voyait souvent que au niveau du torse, en fait, du coup, il y a des fois où il enregistrait en slip. Ouais. Mais on le savait pas. C'était drôle. Ça me fait rire à chaque fois. Ce genre de truc. C'est sûr. On voit pas toujours l'envers du décor. Il vaut mieux pas parfois. Après, sur le matos, je peux peut-être vous dire ce que j'utilise. Moi, je voulais du matos transportable parce que mon envie de départ, c'était de rencontrer les gens en live, en vrai, donc dans les festivals. J'ai un enregistreur numérique qui est portable. Et donc, c'est un Tascam DR40X qui fait très bien l'affaire. Il y a 2 entrées seulement de micro, donc en fait, je peux faire des interviews plutôt face à face avec effectivement moi plus quelqu'un d'autre, avec 2 pistes différentes. C'est relativement simple et ça permet d'être léger et transportable. Avec des micros Shure SM58 avec une bonnette. C'est ça, pour éviter trop les peu. Et le vent quand on est en extérieur. Exactement. Ça, c'est cool parce que les micros, c'est un recyclage de micros qu'on utilisait dans notre ancien groupe de musique. Et ouais. Si vous avez écouté la vidéo de David... Oui, parce qu'il y avait ton micro que tu avais acheté exprès pour toi. Ouais. Et il y a le deuxième micro qu'on avait trouvé à 1 € dans une foire à tout. Le truc incroyable. Le micro, il vaut quand même 100 balles si vous l'achetez. Et on l'a trouvé à 1 € dans une foire à tout. C'était incroyable. Et en fait, voilà. Et le micro, il marche et ça fait des années qu'il fonctionne. Et pas de problème. C'était un peu improbable ce truc-là. Donc voilà, moi j'en suis très contente de ce matos-là. Après, peut-être plus tard, j'investirai sur un truc où il y a plus d'entrées, éventuellement pour faire des interviews à plusieurs. Ce que j'allais dire, c'est la seule limite, c'est qu'il faut être 2 parce que sinon il faut se passer les micros. Après, sinon il faut avoir un enregistreur avec 3 ou 4 entrées. Et bon, c'est pas forcément toujours très pratique parce que c'est plus gros. C'est ça. Donc à voir l'usage, mais pour l'instant, moi ça me convient plutôt bien. Du coup, maintenant, moi j'ai envie de te poser quelques petites questions. Bah ouais, vas-y. Parce que c'est toi qui vas jouer maintenant. Du coup, peux-tu me répondre sur... Alors, ça va être un dossier sur les interviews les plus marquantes. Ouais, ok. Donc, quelle interview qui t'a donné le plus de trac? Laquelle t'étais la plus anxieuse
anxieuse, pas anxieuse, avant de démarrer? Et ben ça, c'est très facile de te répondre. Je l'ai cité tout à l'heure. C'est ma toute première interview au Festival de Cannes. Et ma toute première interview, ça a été Antoine Boza. Donc je me suis... Voilà, je me suis attaquée à du lourd direct, même si je pense pas que lui se considère comme ça. Mais c'est vrai que en fait, la veille, j'ai très très mal dormi. Déjà parce que je me lançais sur le podcast. J'avais pas encore fait d'interview pour le podcast. Enfin, je partais de zéro, même si voilà, j'avais une expérience déjà dans mon métier. Mais en tout cas, là, c'était pour moi complètement nouveau. En tout cas, le Festival de Cannes, les rencontres de ces acteurs, etc. Donc j'ai un souvenir où effectivement j'y suis allée assez fébrile. Ça a été un petit peu compliqué avant, j'ai eu mal au ventre, on peut le dire, mais en tout cas Antoine il a su être hyper cool et quand j'ai vu comment il était détendu et simple, ça s'est fait très naturellement ensuite. C'est un gars super, hein. Franchement, moi je l'ai rencontré aussi plusieurs fois, on a pu discuter un peu. C'est vraiment quelqu'un de très bien. En fait, toi, tu t'attaques direct par Antoine Boza. Moi, ma première vidéo, pour ça, je suis allé rechercher pour que tu expliques, parce que du coup, j'en ai pas parlé l'autre fois dans ma vidéo, le bilan. La première vidéo que j'ai faite, c'était King of Tokyo Dark Edition, dis donc. Ah ouais, cool. Voilà. Alors, la vidéo en tant que telle, je pense qu'elle est un petit peu à chier parce que voilà, c'était la toute première. Enfin, c'était pas simple, quoi. Après, c'était Boom. Tu sais, le jeu avec les bâtons de dynamite. Non, ouais, c'est ça, Tic Tac Boom. Mais voilà, quoi. Mais elle a fait quand même 1800 vues à l'époque. Enfin, tu vois, c'est cool. Hein. Ouais, bah 1800 vues au jour d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire qu'elle fonctionne encore un peu aussi, quoi. Ouais. Alors ensuite, quelle a été ton interview la plus amusante, celle qui est la plus rigolote? Je pense que c'est Yves Hirschfeld. Ouais, alors là, je pense que là, on tape sur quelqu'un qui, du commun des mortels, est moins connu qu'Antoine Boza. Alors, ouais. En tout cas, par rapport au nom, je pense que les gens connaissent les jeux, mais... Alors, il a beaucoup d'expérience parce qu'il a une 60aine d'années, je crois, mais il a fait notamment le Ta Gueule, le jeu Ta Gueule. Tu veux dire Tagleux? Tagleux. Avec 2G. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui a une sacrée personnalité et beaucoup d'autodérision. Ce qui fait que l'interview, elle a été assez fun à faire. Et puis, il y avait il y a eu un bon feeling. On s'est bien marré. Lui aussi, il a apprécié le moment. Et ouais, j'en garde un bon souvenir parce que je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'avais bien sûr pris des infos sur la personne avant d'y aller. Mais tant qu'on ne rencontre pas la personne, on ne sait pas comment elle est. Et en fait, elle m'a surprise. Et c'est pour ça, en fait, c'est quelqu'un qui m'a surpris et qui m'a plu, en fait. C'est pas lui qui avait fait aussi le jeu pour enfants avec le petit tambourin, avec les... Ouais, il a fait Mysterium Kids avec Antonin Bocarin. Il a été nommé aussi à l'As d'Or, je crois. Il a même eu le Spiel, le Kinderspiel. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, c'est pas forcément un nom qu'on arrive à retenir facilement, mais par contre, c'est quelqu'un qu'on connaît forcément par rapport à ces jeux. Et ça, c'était au Festival du jeu de Lillebonne. Ouais, tout à fait. Il a été invité effectivement par la ludothèque de Lillebonne qui fait ce beau festival tous les ans en fin d'année. Alors, on sait que parfois, il y a des gens qui sont plus ou moins loquaces à parler, etc. Mais du coup, quelle a été ton interview la plus longue? L'interview la plus longue, je m'y attendais. Je m'y attendais avant d'y aller. Et c'est Frédéric Henry. Le formidable Fred Henry. Voilà, l'interview donc sur le podcast, elle dure 1 heure, mais j'en ai coupé un petit peu. Fred Henry, c'est un puits de savoir, je trouve, et vraiment quelqu'un de facile à parler. Il est hyper transparent, il a aucun tabou, il est passionnant. J'avais encore plein d'autres questions en fait, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter et quitte à se revoir à un autre moment. Et puis on était dans un festival, il était aussi là, donc là c'était au Festival des Jeux du Havre, et il était aussi sur son stand, donc il avait aussi des choses à présenter, etc. Donc il m'a déjà accordé 1 heure de son temps et c'était super. C'est quelqu'un d'hyper généreux aussi, Fred Henry, il est tellement gentil. Il fait des tournées maintenant. Alors, il faisait pas ça à une époque, mais je pense qu'il avait pas vraiment le temps non plus au moment où il lançait Monolith avec les Batman et tout ça. Mais il fait des tournées maintenant de fou là, où il part avec sa voiture, puis il fait tout le tour de la France, voire plus que la France, pour présenter ses jeux. Il y avait son jeu sur l'univers de Star Wars, The Bounty Hunter, où il avait fait ça. Et puis dernièrement, c'était Tower Up, où c'est pareil, il a fait des tournois partout. Ouais. Il défend ses jeux. Il n'hésite pas à donner de sa personne aussi, quoi. Donc ça, en plus, à chaque fois, il offrait. Enfin, en tout cas, je pense qu'il le faisait à chaque fois, mais pour le gagnant, il offrait quand même une boîte de Claustrophobia qui avait été rééditée chez Monolith. Enfin, c'est quand même
c'est pas un petit cadeau, quoi. Enfin, c'est une boîte qui vaut un peu d'argent et tout. Donc, là, au Festival des Jeux du Havre, par exemple, il a fait tester un proto, puisqu'il a fait toute la série Cardline, hein, une nouvelle version. Et en fait, il a dit, si vous arrivez à me faire 8 cartes ou je sais plus quoi, donc c'est un jeu coop, je vous donnerai 150 €, je crois, de bons d'achat. Enfin, voilà, il donne des défis comme ça. Alors, ça donne... Mais je me souviens quand je suis allé faire le tournoi Tower Up au bar ludique, le Décalé au Havre. Et ben en fait, il était là évidemment, il présentait Tower Up et en tant que participant au tournoi, et ben en fait, si à un moment donné, tu avais soif, tu voulais boire une bière, bah, c'est lui qui te l'offrait, quoi. C'est juste hallucinant. C'est le mec qui a payé la facture à la fin. Enfin, franchement, Fred Henry, déjà quand tu parles avec lui, c'est quelqu'un d'hyper gentil, mais en plus, il est généreux de ouf. Voilà. Ouais. Donc voilà. Force à lui. Ça fait partie des super rencontres qu'on fait. Tu l'as évoqué sur YouTube, dans ta vidéo bilan. Moi, c'est vraiment le constat que je fais aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que là, 62 épisodes, 73 personnes interviewées, j'ai fait que des super rencontres, quoi, globalement. Et c'est des gens que quand on croise en festival, ils se souviennent, on rediscute 5 minutes, voilà. Puis il y a des gens avec qui ça matche super bien et ça fait super plaisir de les revoir, donc c'est cool. Alors maintenant, l'interview qui t'a appris le plus de trucs. Alors là où j'ai appris beaucoup de choses, c'est avec l'agent d'auteur, Gaëtan Bojano, qui est gérant de Forge Next. Il est agent d'auteur, c'est un métier que je ne connaissais pas. Il était auteur lui aussi du jeu, avec un point d'interrogation dessus. Concept. Il est quand même, il a quand même effectivement. Il a fait un gros succès avec ça. Gros succès, ouais. Et oui, donc il sait ce que c'est qu'être auteur. On en a parlé un petit peu d'ailleurs dans l'interview, mais on a parlé aussi de son métier d'aujourd'hui qui est agent d'auteur et que moi je ne savais pas que ça existait. Tu vois, on parlait tout à l'heure du cinéma, on sait qu'il y a des agents, des acteurs de cinéma, mais c'est le cas aussi pour certains auteurs. Ils travaillent avec tout un panel d'auteurs et j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement aussi du métier, tout ce qui est droit d'auteur, comment on négocie des contrats, etc. C'était très très intéressant. Une belle rencontre aussi, ça. Ok. Tu as forcément rencontré aussi des gens de culture et aussi de nationalités différentes. Donc, ta rencontre la plus marquante dans les personnes, hein, on va dire étrangères, enfin non françaises, quoi. Bon, non françaises, c'est simple, hein, parce que le non français, c'est des Québécois. Parce que je ne fais que des interviews en français pour l'instant. Et tu as interviewé un Suisse. Ah oui, j'ai interviewé. Non, j'ai pas interviewé de Suisse. Mathieu Bierry, il est québécois. Ouais, mais il est suisse. Alors lui, il est... Non, j'ai interviewé avec des Québécois. Il est québécois. Pour moi, oui. Ah, et donc, en tout cas, la personnalité la plus marquante pour moi, c'est Martin Montreuil. Alors, quand on parlait de track tout à l'heure, j'aurais pu le mettre aussi dedans. Parce que j'étais étonnamment un peu traqueuse de le rencontrer. Parce que j'adore le podcast aussi de l'autre côté du plateau. Et ça fait partie des gens qui m'ont aussi inspiré et qui m'ont donné envie aussi de faire du podcast. Donc c'est cool. Ouais, mais Martin, il fait partie de ces gens qui te détend en 3 secondes. Parce qu'en fait, et en plus, mais même lui est tendu. Hein. Alors il te détend, mais il est tendu. Il te détend parce qu'il est gentil et puis qu'il est bienveillant. Mais comme jamais j'ai pu voir quelqu'un d'aussi bienveillant. Mais en même temps, lui, quand tu l'interviews, il est tendu parce qu'il a toujours aussi peur de mal faire ou de pas bien répondre ou des choses comme ça. Donc en fait, lui, de son côté, est tendu. Oui, mais peut-être qu'effectivement, les gens que j'interviewe sont hyper stressés aussi. Hein. Ça marche dans les deux sens parfois. Ça fait plusieurs fois que je le fais je fais des petites séquences vidéo avec lui dans les festivals. J'ai dû en faire 3, je crois. Et sans jamais avoir rien préparé, ni savoir ce que j'allais lui dire avant. Et en fait, tout va bien. À chaque fois, c'est cool. On passe un super moment. C'est quelqu'un d'adorable. Il est bon en impro aussi. Donc, Martin Montreuil, ouais. Et pourquoi aussi c'était pour moi impressionnant de le rencontrer, c'est le fait que c'est quand même aussi le PDG, tu l'as dit tout à l'heure, de Scorpion Masqué Randolph et de Hachette Board Game USA. Donc, voilà, c'est aussi des postes... Genre le mec, il est... C'est un truc de fou, quoi. Martin Montreuil, c'est un truc de fou. Il a une multicasquette. Et voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite, moi, pour faire un gros bec, aux Québécois et effectivement à Martin et Martin, que j'aimerais rencontrer. Martin Lafrenière, oui, on aimerait bien le rencontrer parce que du coup, c'est quelqu'un qui a l'air tellement gentil aussi. Alors, pense autre chose en termes de personnes. Je pense qu'il est beaucoup plus discret, beaucoup plus timide. Ouais, je pense aussi peut-être. Ouais. Mais c'est quelqu'un qu'on a envie de rencontrer, à qui on a envie de faire des bisous, quoi. Mmh. Voilà.
On a envie de lui faire un câlin à Martin Lafrenière. Ouais, je sais pas si tu l'as vu dans son costume de golem à la Gen Con. Ouais. Ça m'a bien fait rire. Là, du coup, ouais, ils sont à la Gen Con et puis il y a toutes les vidéos et les photos là, qui arrivent sur leur page Facebook de l'autre côté du plateau et ça, c'est vraiment cool. Donc, si vous connaissez pas leur podcast, moi, je vous invite vraiment à aller les écouter. Et du coup, quel podcast qui t'a fait frissonner, t'a donné le plus d'émotions? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai le plus d'émotions, c'est peut-être plutôt la personne interviewée qui en a eu. Étonnamment, c'est Bruno Catala, parce qu'il y a eu un passage hyper émouvant quand il a évoqué Serge Laget, l'auteur Serge Laget avec qui il a fait plusieurs jeux, dont Les Chevaliers de la Table Ronde. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est disparu trop tôt. Et il était très très ému quand il en a parlé. Et je l'avais en face de moi, on était à Valmeinier au sommet des Jeux. Et j'ai vu ses yeux un peu s'humidifier, quoi. Et ça m'a monté aussi. Et du coup, j'y ai demandé en fait ce qu'il voulait qu'on fasse une pause. Et il m'a dit non, c'est bon, on continue, etc. J'ai bien senti tout le long de l'interview qu'il avait vraiment... c'était dur pour lui d'évoquer son ami. Et aussi la difficulté qu'il connaissait à ce moment-là pour se faire rééditer son jeu, puisqu'il avait retravaillé Les Chevaliers de la Table Ronde, et en fait, à ce moment-là, il ne trouvait pas d'éditeur pour rééditer le jeu. Voilà, donc on a évoqué ça, et c'était émouvant. Et c'est un sacré personnage, Monsieur Catala, et d'ailleurs, si j'avais dû répondre à une question, l'interview qui m'a le plus déstabilisé, c'est lui direct. Ouais. C'est incroyable. Et en fait, j'avais préparé, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo... ou sinon vous pouvez toujours aller la chercher dans la chaîne. C'était une interview avec Bruno Catala au sommet des Jeux à Valmeinier. Là, on était dans pleine montagne. Du coup, le décor est trop génial. On était tous les deux en pleine montagne. Et en fait, j'avais préparé des petites questions, mais j'étais parti un peu dans l'humour. En fait, j'avais des questions un petit peu, voilà, je voulais pas retracer tout son parcours, parce que tu venais juste de le faire. Ouais. En fait, toi, tu avais fait des trucs plus originaux. Tu cherches des questions un peu des plus... questions un petit peu plus original, tout ça. Enfin bref, et du coup, en fait, il a répondu à toutes les questions, mais d'une froideur assez déconcertante. Et du coup, en fait, j'étais complètement déstabilisé. Et en fait, au fur et à mesure que je tournais l'interview, je me disais, cette interview, elle va être à chier. Cette vidéo, je vais jamais pouvoir la sortir. C'est pas possible. Je vais rien faire de ça. Et en fait, ça m'a pourri ma journée. Ouais, t'étais pas bien après. J'étais carrément pas bien. bien. Et c'est parce que c'est quelqu'un de très franc, je pense, en fait. Aussi. Ouais. Et puis en fait, c'est surtout qu'il répond au premier degré. Et du coup, j'étais pas bien toute la journée. Et en plus, on savait que le soir, on avait pris un rendez-vous ensemble pour jouer à son jeu Central Park, son prototype avec sa femme, pour se retrouver tous les quatre à jouer à ce jeu-là le soir. Et du coup, j'étais carrément pas bien parce que j'étais hésitant à lui dire voilà, je suis désolé, je la sortirai pas cette vidéo parce que je la sens pas. Et puis au final, j'ai rien dit. On a passé une super soirée tous les quatre. Finalement, c'était très chouette. D'ailleurs, j'ai même rejoué le lendemain avec lui au prototype des Chevaliers de la Table Ronde, la suite des Chevaliers de la Table Ronde. Et ça, c'était trop chouette. Et en fait, j'ai réécouté quand j'ai monté la vidéo. On sentait bien que c'était pas. T'étais pas très à l'aise. Que j'étais pas très à l'aise, mais au final, j'ai trouvé que l'interview, elle était super. Et du coup, finalement, je l'ai gardée et puis j'en suis assez fier. Ouais, voilà. Mais comme quoi. Mais c'est vrai que oui, le ressenti que tu as eu, je me souviens après coup, j'étais revenue de mon interview de podcast en te disant c'était super. et toi, derrière, tu as été effectivement très, très déstabilisé. Toi, tu étais derrière la caméra à ce moment-là, tu me voyais me décomposer au fur et à mesure. Et en plus, j'avais préparé, j'étais allé acheter un petit cadeau un peu rigolo. Voilà, c'était un magnète avec un cycliste dans la montagne à Valmeinier, parce que évidemment, lui, c'est un fan de vélo. Il est arrivé à Valmeinier en faisant du vélo. Je voulais lui offrir à la fin, puis en fait, il m'a tellement déstabilisé que j'ai carrément oublié de lui donner. Et je lui ai donné plus tard. Et puis, en fait, il était archi heureux. Et il m'avait renvoyé une photo de chez lui avec son frigo, avec le magnète posé sur son frigo en me disant merci beaucoup. Ah, c'est trop bien. Et puis quand je l'ai revu à chaque fois, il m'a fait... avant ça, on se connaissait pas, ou peu, on se croisait. Et maintenant, à chaque fois, il y a grand sourire, et puis c'est vraiment... ça fait plaisir. Enfin, je sens que lui est content qu'on se voit, etc. Donc, finalement, la pire interview de ma vie, sur le moment, s'est transformée en quelque chose de vraiment cool par la suite, donc c'est chouette. Et c'est ça qui est chouette, je trouve que on se crée des souvenirs quand même avec la chaîne YouTube et le podcast qui sont hyper précieux. Et ça, c'est vraiment top. J'ai une question pour toi aussi, savoir ce serait quoi toi ton top 5
des épisodes que tu as préféré écouter? Parce Oui, que forcément, alors, toi, tu les découvres à chaque fois, en fait. Du coup, je vais pas vous mentir, hein, elle me l'a proposé juste avant, et du coup, j'ai fait ma petite liste et je vais vous dire pourquoi à chaque fois. Donc, je vais partir du 5e au premier. Le 5e, c'est Pénélope. Penlock Gaming, Ouais. ok. Pourquoi Eh bien, juste parce que j'avais fait un petit live en fait avec Pénélope. Enfin, on se connaissait pas et puis on était sur un live, voilà, un soir. Alors c'était pas sur ma chaîne, hein, c'était sur Twitch. Et du coup, le courant était pas très bien passé entre nous. Enfin, à la fin, je lui avais écrit un message comme quoi, bon, voilà, j'avais pas kiffé le moment et tout, etc. Et puis bon. En fait, m'avait répondu aussi franchement que du coup, c'était sa façon d'être comme ça, etc. Bref, je vais pas détailler, mais voilà, on n'avait pas eu un super feeling. Et en fait, j'ai écouté, je l'ai revu une fois ou deux, évidemment, dans les festivals comme ça, où on se saluait. Et puis j'ai écouté le podcast et en fait, j'ai appris à connaître par le podcast une jeune fille qui était totalement différente de l'image que je m'en étais faite sur ce moment. Et du coup, en fait, là où peut-être, malgré elle, elle jouait peut-être, entre guillemets, son rôle d'influenceuse dans le Twitch. Là, elle était elle, quoi. Elle était plus naturelle, c'est ça que tu veux dire. Elle, Une et puis interview elle naturelle. répondait vraiment, naturellement. Et du coup, en fait, j'ai vraiment apprécié ce moment d'écoute sur Pénélope et je suis maintenant à chaque fois très heureux. D'ailleurs, je lui avais dit que on n'avait pas eu un bon feeling au début et que du coup j'avais écouté le podcast et je lui en avais fait part et puis elle était contente de ça. Et du coup voilà, maintenant quand je la vois, j'en suis très content et je suis ravi de la saluer et puis de passer un moment avec elle. Ouais, mais elle est connue pour sa franchise aussi, Pénélope, donc je pense que c'est ça qui joue aussi. Ouais, mais après elle peut avoir des invités très tranchés aussi. Effectivement, on joue, enfin c'est pas qu'on joue un rôle parce qu'on est authentique au plus possible, mais forcément quand tu es devant une caméra ou quelque part tu es un petit peu acteur, on va dire. Donc il y a bien sûr, une espèce différent. Ouais, ok. En 4e, j'ai mis Monsieur Shifumi, Guillaume, Monsieur Guillaume, parce que j'ai trouvé, si je me trompe pas, il était déjà arrivé chez Lucky Dog Games, et donc il expliquait un petit peu son parcours, évidemment chez Trick Track, mais ça on le connaissait déjà, et puis après son parcours un peu entre Trick Track et ça, donc ça je vous laisse l'écouter le podcast pour le savoir, et puis tout le passage aussi, il évoquait aussi, il me semble, ne pas dire de bêtises, qu'il évoquait le rachat de Goliath, donc tout ça c'était hyper intéressant, et puis c'est quelqu'un de vraiment adorable, donc j'étais content, en fait quand j'entends sa voix je suis content. Ouais, alors effectivement, lui il est très solaire, une énergie positive, tu vois. On m'aurait demandé quelle était l'interview qui t'a donné le plus d'énergie, et je crois que ça aurait été lui. En fait, tu as la banane pendant tout le temps que tu es avec lui, et après tu as la patate, je trouve. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite au festival de Vichy l'année dernière, c'est la première année où je le rencontrais et que je faisais une interview vidéo avec lui, en fait ça se voit sur mon visage que je suis content, quoi. Ouais. Tout comme avec Bruno, j'étais déstabilisé total, donc ça se voit. Tout comme là, en fait, je pense que j'ai des yeux d'enfant à être à côté de Monsieur Guillaume, donc voilà, c'est cool. Okay. En 3, j'ai mis Martin Montreuil. Ouais. Pareil, parce que j'ai un affect assez fort avec Martin, et puis en fait, je le connais peu, mais je l'aime comme si je le connaissais beaucoup. En fait, c'est bizarre ce sentiment. Je lui ai dit d'ailleurs. C'est un peu bizarre. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. C'est un cousin canadien, quoi. Ouais, mais en fait, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement. Enfin, voilà, c'est cool. Et du coup, en fait, il a un tel parcours, ce monsieur, parce qu'il était architecte, entrepreneur, il faisait de l'entreprise de construction de bâtiments et tout ça. Et en fait, passionné par le jeu, il arrive jusque là. Enfin, il a un parcours incroyable et franchement, bravo, quoi. Ouais, c'est un sacré bosseur, je pense. Je crois que j'avais dû lui poser la question de savoir s'il avait le même nombre d'heures dans sa journée que nous. Parce que c'était un truc de fou. Je pense qu'il a un appareil qui ralentit le temps. Ça se demandait au nombre de casquettes qu'il a, comment il fait, ouais. Ensuite, en 2, j'ai mis Fred Henry. Okay. Parce que c'est l'auteur de mon jeu préféré, Batman Gotham City Chronicles, qui est vraiment le jeu que je kiffe le plus au monde. Et puis parce que c'est quelqu'un d'hyper touchant aussi, je pense. Enfin, parfois en fait, il est tellement honnête et il explique tellement de trucs. Et puis même sur ses galères et sur les merdes qu'il a pu passer, qu'en fait, il est touchant, quoi. T'as envie de lui faire un câlin et de l'aider, en fait, tu vois. Donc voilà, Fred Henry, c'est un parcours de fou aussi. Ouais.
Je suis d'accord. Et alors, ton number one? Alors, mon numéro 1, parce qu'une fois que je vous ai dit tout ça, en fait, je vais prendre une phrase mon joueur de football américain préféré, qui est Tom Brady, qui est maintenant à la retraite et qui était donc le quarterback des New England Patriots. Et en fait, quand on lui demandait quel a été son meilleur Super Bowl qu'il a pu gagner, en fait, il disait toujours le prochain. Mm-hmm. Et du coup, que mon numéro 1, en fait, ce sera le prochain. Oh, c'est mignon ça. C'est mignon ça. Voilà. Et en fait, j'ai une mention spéciale aussi pour le podcast de Antoine Prono, et pour des raisons qui sont rigolotes et que les On Joue-Tu pourront comprendre. Voilà. Oui, effectivement. Moi, j'ai envie de le dire quand même, ce truc-là. Mais bon. Si tu veux. Alors, vous sachiez, effectivement, dans les stats, on parlait de stats quand même au début du podcast. Il y a un épisode sur YouTube qui a cartonné. On ne comprenait pas pourquoi. C'est Antoine Prono. Donc, en fait, je vous invite juste à chercher pourquoi. Antoine Prono, il a fait... en fait, on l'a fait... Il existe 2 fois sur YouTube, parce que en fait, à une époque, je les postais moi-même, les podcasts, je les mettais moi-même, et après, on a trouvé la bidouille pour que ça se poste tout seul. Ça, c'est ça et se fait du tout coup, seul par en fait, il y a 2 podcasts d'Antoine Prono. Le premier, 3100. Alors, c'est les mêmes podcasts. Hein. Ouais. Et le deuxième, 2009. Ouais, c'est un truc de Donc, fou. on est à 6000 écoutes sur ce podcast-là, et simplement parce que Prono, en fait, il s'avère que c'est une astuce pour certains de recherche pour des trucs coquins. Donc, en fait, du coup, c'est un truc le truc, il a explosé parce que ça s'appelait Antoine Prono. Voilà. Donc, et en termes d'écoute, pour le coup, on ne doit pas être à beaucoup d'écoute, enfin beaucoup de temps d'écoute. Je pense que le temps, le temps avant de sortir du truc doit être assez court. Ouais. Par contre, il a une stat normale sur Ocha, il doit être à 350, quelque chose comme ça. Donc, mais c'était drôle ça. C'est vraiment le truc improbable. Merci du coup de m'avoir donné ton top 5. Une première fois qu'on fait ça, un top 5, en tout cas sur l'écoute de podcast. Je vous invite aussi à me donner peut-être vous, de votre côté, vos interviews préférées, les plus marquantes, les mettre en commentaire. Oui, n'hésitez pas à faire votre top 3, votre top 5, votre top 100 si vous voulez. Voilà, et même peut-être me dire aussi top 100, ça va être top 100, c'est compliqué sur 62 épisodes. Vous avez aussi des envies, des personnes que vous aimeriez que j'interviewe, ça peut être aussi le moment de me le dire en commentaire. Donc ça peut être cool aussi. Si vous demandez à ce qu'on interviewe votre voisin, ça risque d'être compliqué, les amis. Oui, c'est ça. Après, ça dépend qui c'est. Si vous êtes voisin d'Antoine Boza, on peut toujours s'arranger pour reposer 2-3 questions à Antoine. C'est ça. Écoute, moi j'ai envie qu'on parle de stats encore. Je crois qu'Antoine Boza, il vit dans une pyramide ou dans un temple. Ouais, peut-être dans une merveille. Une merveille. En tout cas, il a la cafetière qui est a priori un lieu qui est assez merveilleux, puisque c'est là que se créent beaucoup de jeux, a priori. Ah ouais. C'est un truc un jour peut-être à visiter, ça. Donc je te propose aussi qu'on fasse maintenant le bilan des stats des portraits chinois ludiques. Tu sais qu'à la fin de chaque interview, je pose des questions. Quel est ton mode de jeu préféré? Quelle est ta thématique préférée? Tout ça. Voilà. Et ça fait plusieurs fois que je dis, mais il va falloir que je fasse des stats. Et alors là, c'est un gros clin d'œil, un grand merci à Christian de la parenthèse ludique, son compte Insta, qui lui est un auditeur du podcast depuis le début, je crois, et qui a eu la gentillesse et il m'a fait la surprise même quand c'était une surprise. C'était une vraie surprise. Quand on s'est croisés à Paris Ludique début juillet, il m'a fait la surprise d'avoir fait en fait ce gros bilan statistique. Il m'a sorti une feuille, ces 3 feuilles A4 collées ensemble, et puis il m'a donné une clé USB avec les stats sur Excel, enfin nickel quoi, bien bordé. Donc je le remercie parce que du coup j'avais pas pris le temps de le faire et c'est un gros boulot. Donc c'est trop sympa. Mais il fait un gros travail aussi lui sur Instagram, hein. Pour le coup, la parenthèse ludique, franchement, quand il parle d'un jeu, voilà, c'est pas une photo avec 2 mots, il dit vraiment plein de choses, quoi. Donc ça, c'est cool. Hein. Ouais, et puis il a lancé son compte il y a pas très longtemps et il est au taquet en fait. Hein. Lui aussi, c'est un passionné en fait et il va jusqu'au bout des choses puisque là, a priori, il a découvert aussi plus ou moins en même temps que le podcast Tu joues quoi, le podcast justement de l'autre côté du plateau, et a priori, lui, il a réécouté tout depuis le début. Enfin, c'est un truc de fou. Et il a une chaîne YouTube aussi. Ouais, parce que je crois qu'il est bénévole dans un festival de jeux d'Épinay, je crois. Non, mais il a la chaîne YouTube, la parenthèse ludique de Christian. Ah ouais? J'avais pas vu. Tu sais quoi? Hop, je m'abonne. Et voilà, super. J'irai m'abonner aussi. Donc, en tout cas, il m'a fait ses stats. Qu'est-ce que tu penses qui revient le plus dans les modes de jeu? Quand je pose la question du mode de jeu. Attends, c'est quoi ça? Compétitif, coopératif, tout ça? Ouais, hein, ouais, c'est d'accord. Compétitif. En fait, c'était une question un peu piège parce que coopératif et compétitif, c'est le même score pratiquement.
Ah ouais. Ouais, c'est, Pratiquement, ça veut dire que c'est pas le même donc score. le coopératif, c'est 25 réponses et compétitif, c'est 24. Ah mince, j'ai perdu. Ouais, sur 73 personnes interviewées, hein, parce que effectivement, j'ai pas compté 62 épisodes, j'ai compté 73 personnes interviewées. Le coop se détache un petit peu. Et après, par contre, on a le semi-coop où il y a que 7 réponses et le solo où il y en a que 3. Et alors, ce qui est étonnant... Le solo que 3, comme quoi, ça montre aussi un peu le pourcentage des gens qui sont potentiellement intéressés par un mode solo, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est drôle, enfin, ce qui est bizarre, c'est que les 3 réponses de mode solo, ce sont 3 illustratrices. Ah oui. Ouais, qui doivent sans doute souvent être dans leur univers, dans leur bulle quand elles font leur dessin. Ça m'a paru étonnant. Sur la mécanique de jeu, alors je pense que là, personne sera surpris du résultat. Celle qui revient le plus. Mécanique. Donc, et on a quoi? On a deck building, on a placement d'ouvriers, on a du draft, on a du bluff. Bluff. Ouais, alors le bluff, non, pas moi. Le bluff, je me suis aperçu que le bluff, finalement, c'est pas du tout un style que je kiffe. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'en aperçoit aussi de ça. Hein. Je dirais le deck building. Ouais, bah oui, c'est ça. De toute façon, c'est le deck building. En fait, j'ai hésité entre ça et le placement d'ouvrier, parce que moi, j'aime beaucoup le placement d'ouvrier aussi. Alors, le deck building, c'est ce qui est revenu. Mais alors, majoritairement, là, il y a 20 réponses sur 73 personnes. Et en fait, le deuxième qui revient le plus après, c'est que 6 réponses. Donc, tu vois, le deuxième après, c'est le draft. En troisième, le placement d'ouvrier. Et le quatrième, engine building. Ah ok, engine building, ouais, ben là on est plus dans le type de jeu à l'allemande où effectivement on crée un moteur de jeu au fur et à mesure en développant son jeu. Ouais, puis après il y a eu d'autres trucs de cité, style jeu d'enchères, lancer de dés, observation, jeu de dextérité, jeu de pli. Voilà, mais ça c'est cité une fois, tu vois, par exemple. Alors que les jeux de pli sont à la mode de dingue en fait cette année, enfin ces derniers temps, là, il y a eu plein de jeux de pli de sortie. Hein. Ouais, on a fait les stats là-dessus, puisqu'après quand on parle de donnez-moi un auteur ou un illustrateur qui vous ressemble, c'est forcément très divers. Mais du coup, juste pour finir avec Christian, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube qui s'appelle donc La parenthèse ludique de Christian. Parce que du coup c'est bien aussi il faut soutenir les copains qui commencent à aller sur YouTube. Il a 18 vidéos en ligne et il y a une vidéo là qui me tente bien parce que je vais la regarder parce que ce jeu m'intéressait, c'est Comic Hunters et, je crois que c'est un jeu où on faisait de la collection, un jeu de collection pour le coup, avec des tuiles, avec des pochettes de comics. Donc ça je vais aller jeter un œil à cette vidéo de La parenthèse ludique de Christian. Et Christian, ça s'écrit avec un K. Voilà. Du coup j'aimerais bien qu'on fasse tous les deux le portrait chinois ludique. Eh ben allez, jingle. Je vous fais un jingle. C'est le moment du portrait ludique. Oui, c'est bien. Voilà. Ok, tu vas pouvoir postuler à On joue-tu. Ouais, oui, parce que là, ils sont pas très inspirés, les petits loulous. Là. Alors si, il y en a un que j'aime bien, c'est celui qui est très métal. Là, c'était quoi? Je sais même plus c'est quoi. Les jeux BGA, je crois. Les jeux BGA. Tiens, ça permet de faire un petit bisou à nos copains. Oui, c'est vrai. Parce que vraiment, c'est devenu des amis Mathieu, David et Benji, mon chouchou. Bah ouais, je te fais des gros bisous, mon chouchou. C'est vrai que c'est cool aussi. On rencontre effectivement d'autres personnes du monde ludique, mais côté créateurs de contenu. Et voilà, le podcast On joue-tu, on se marre bien aussi avec eux. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Oh compétitif. Bah oui, c'était évident. Oui. Et je pense d'ailleurs, il faut aussi faire un petit bisou à Mims. Ah oui, tu as raison. Oui, parce que Mims, elle est adorable aussi. Elle intervient souvent. Voilà, c'était juste parce que ça m'est revenu, Mims. Voilà, donc compétitif. Ouais. Et moi, ce serait... Oh toi, c'est coop. Bah oui, moi, c'est coop. Ah tiens, on peut faire ça, tiens. L'inverse. On se croirait à un jeu de mariage. Ouais, un jeu de mariage. Oui, c'est que les panneaux, là, tu sais. Qui est des deux est le plus coopératif? Puis là, vous voyez pas, mais je viens de la montrer avec le doigt. Alors, la mécanique de jeu maintenant, si tu étais une mécanique de jeu. En fait, j'aime bien plein de trucs, moi. Pour le coup, j'aime bien le deck building. Mais parfois, le deck building, ça dépend comment il est fait. Quand on récupère des cartes et que ça va dans des défauts, c'est que le paquet de cartes il est énorme et qu'on n'arrive jamais à récupérer nos cartes, ça c'est un peu chiant. Et il y a peu de jeux aussi où on arrive facilement à faire sortir des cartes de notre jeu, quoi. Il y a plein de jeux sur une base de deck building où en fait on se garde les poubelles jusqu'au bout parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, il n'y a pas assez de moyens de s'en débarrasser. Donc ça c'est un peu... Donc j'aime bien le deck building, mais il est peu souvent fait comme j'aime qu'il doit être fait. Après, sinon, j'aime bien le jeu de placement d'ouvriers. Ça, j'aime bien. Alors, en fait, quand on dit ça, c'est plus... mais souvent, c'est ce que je dis aux personnes à qui je pose la question, c'est qu'en fait, c'est la mécanique dont tu es le plus proche, c'est pas forcément celle que tu préfères. C'est celle qui te correspond par rapport à ta personnalité aussi, tu vois. Mais c'est plus compliqué.
Ma personnalité, ce serait comment veux-tu rapatrier, C'est pour ça que je pense que le comment début. veux-tu faire le lien entre une personnalité puis une mécanique. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens. Je pense qu'entre coopératif, compétitif, oui, ça joue fortement sur ta personnalité. Moi, je sais que dans les jeux, si je peux arriver à pourrir un peu et tout ça, j'aime bien, quoi, ça me fait rire. Mais si sur une mécanique, c'est compliqué de se rapprocher d'une personnalité. Moi, je dirais justement, pour ma mécanique de jeu, moi, c'est plutôt l'enquête et la déduction. J'aime souvent fouiller dès que je fais des recherches, en fait, de façon globale. Tu vois, donc, je pense que ça, par rapport à ma personnalité, ça marche bien. Je suis quelqu'un qui aime bien faire toujours plein de recherches. Par exemple, on part en vacances, je vais toujours faire plein de recherches sur là où on va, ces genres de choses, tu vois. Du coup, le placement d'ouvrier pourrait me correspondre parce que j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même plat. Ah ouais, ok. Bon, voilà. Donc tu restes là-dessus. Expression que j'aime bien parce que ça permet de pas se faire avoir. Mm-hmm. On met un œuf par-ci, un œuf par-là, donc placement d'ouvrier. Ok, enquête et déduction pour moi et placement d'ouvrier pour toi. Si tu étais un univers de jeux de société. Il y en a 3 que j'aime bien. J'aime bien l'univers western, par exemple. Du coup, dans Western Legend, par exemple, j'aime bien ça. On retrouve ça aussi dans Great Western Trail. J'aime bien l'univers space, que ISS Vanguard, tous les jeux un peu space comme ça, je trouve ça cool. L'univers horrifique aussi, j'aime bien. En fait, j'aime bien plein d'univers. Le manoir hanté, les trucs du style Blood on the Clock Tower, c'est un peu horrifique aussi. J'aime bien ce genre d'univers. Ok. Mais je crois que mon préféré, ce sera l'Heroic Fantasy pour les jeux du Seigneur des Anneaux, par exemple. Ah ouais, tout cet univers-là. Mais bon, c'est égalité avec le space pour les jeux aussi Star Wars. Ouais, c'est toute ta culture, quoi. La culture geek aussi. La culture des geeks. C'est ça. Alors moi, mon univers, ce serait plutôt l'époque de Sherlock Holmes, l'époque victorienne. Tu vois, donc moi, j'ai kiffé les enquêtes de Sherlock Holmes, tout cet univers-là autour de Jack l'Éventreur, etc. Donc moi, ce serait plutôt ça, côté plus historique et londonien, quoi. Si tu étais un auteur de jeux de société, c'est peut-être plus compliqué, ça. Moi, je serais Fred Henry pour faire Batman Gotham City Chronicles. Je serais trop fier d'avoir fait ce qu'il a fait. Il a fait aussi derrière le jeu de rôle, en plus. C'est un truc de dingue. Je suis moins un jeu de rôle, mais du coup, si j'étais rôliste, c'est sûr que je l'aurais acheté. Je veux bien croire. Ok, pourtant t'as été rôliste plus jeune. Oui. Mais bon, pour pas tout faire. Moi, si j'étais un auteur de jeux de société, je serais, je pense, Cyril Demeg, parce que c'est le créateur d'Unlock. Ça a été tellement aussi révolutionnaire dans le jeu de société. C'est un genre de truc que j'aurais aimé faire, en fait. Alors d'ailleurs, Unlock, il y a un moment donné, il faut arrêter de nous faire des trucs où on comprend rien. Parce que là, on a rejoué, on en a fait une boîte, là, Adventure... je sais plus quoi, là, quelque chose d'aventure avec le Nautilus. Et franchement, le truc du Nautilus, c'était un peu... Oui, il y a des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est trop tiré par les cheveux. Il y a des fois, tu comprends rien, on te donne la solution, tu sais pas comment il fallait faire. Ça, c'est un peu pénible. Ouais, ça, mais effectivement, il y a quelques scénarios parfois qui sont un peu tirés par les cheveux, mais il y en a d'autres qui sont... C'est comme celui des Vikings, d'une des dernières boîtes. Celui des Vikings, il est injouable, c'est trop, quoi. Mais à côté de ça, le scénario des pirates de cette même boîte qui était censé être plus dur, et au final, on l'a fait en 2-2. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette mécanique de jeu. Je trouve ça tellement... ingénieux, puis il y a tellement comme possibilité que voilà, j'adorerais réussir à créer un scénario, quoi. Ça doit être mais incroyable. en fait, c'est hyper ingénieux et en plus il y a plein de techniques utilisées et tout, c'est cool. Mais quand tu cherches un indice et que tu trouves toujours pas et que tu fais solution, je suis désolé, mais plutôt qu'on te donne 5, 8, 7, 2, il faut expliquer, il faut que au-dessus de 5, 8, 7, 2, si c'est le code qu'il fallait trouver, il faut au moins nous dire vous deviez faire ceci pour trouver ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce on n'a que pas là, toujours tu te retrouves avec d'explication. 5, 8, 7, 2, bon, c'est bien et c'est hyper frustrant, et puis tu continues, puis en fait, voilà, quoi, t'as l'impression d'avoir totalement foiré et d'être complètement teubé. Oui. Et c'est ça aussi, il y a de la frustration dans ce genre de jeu. Et alors, dernière question, là je te l'ai fait toutes, comme ça il n'y aura pas de jaloux. C'est si tu étais un illustrateur ou une illustratrice de jeux de société. En fait, je vais jouer juste sur l'affect. Parce qu'en fait, il y a plein de gens hyper talentueux, mais je ne saurais pas... En fait, dans les trucs que j'aime le plus, si je dois parler vraiment sur le style que j'aime le plus, je pense que ce serait genre l'illustrateur qui a fait la boîte de Hit, par exemple, que je trouve absolument superbe ça ressemble à de la bande dessinée, ou alors celui qui est tellement connu, qui a fait la boîte de Duel en Terre du Milieu. Ah, ça, c'est Vincent Dutray. Vincent Dutray, voilà. Mais en fait, c'est vrai que Vincent Dutray, je trouve que son style, il est absolument magique, quoi.
Je sais pas qui a illustré aussi le Batman, par exemple, les Batman, mais c'est vraiment chouette, quoi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de dessins qui sont sortis, des bandes dessinées aussi, hein, parce qu'ils avaient les droits pour plein de trucs. Mais voilà, enfin, en général, j'aime bien les trucs qui ressemblent un peu à de la bande dessinée. Et puis si je dois vraiment sur l'affect d'une personne vraiment que j'aime beaucoup humainement, c'est Maud Chalmel, parce qu'elle est adorable. Mais en plus, j'aime bien ce qu'elle fait, hein, donc du coup, c'est double. Voilà, un illustrateur, on va dire Vincent Dutray, parce que du coup, j'ai pas le nom de l'autre personne. Et puis, illustratrice, eh bien, ce serait Maud, parce que je l'adore et que je lui fais des bisous. Je suis en train de chercher, mais je ne trouve pas l'illustrateur de Hit. Attends, Vincent Dutray. C'est Vincent Dutray qui a illustré Hit. Tu vois, comme quoi. Ah, c'est fou. Comme quoi, c'est vraiment le marrant. style que j'aime bien. Il avait illustré aussi, il me semble, le jeu de chez Lucky Duck Games sur la psychologie. Unconscious Man. C'est juste magnifique. Unconscious Mind. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, il en a fait. Il a un panel d'illustration qui est un truc de fou. Il a fait l'île au trésor. L'île au trésor, c'est exactement le type de boîte que j'aime bien. Ouais, voilà. Donc, tu vois, sans le savoir, tu avais le même illustrateur. Alors, moi, je te rejoins sur l'illustratrice, ce serait Maud Chalmel, parce qu'en fait, j'aime sa personne. Enfin, elle a beaucoup d'humour, elle a un univers extraordinaire, une patte aussi hyper reconnaissable, donc j'aime beaucoup, et un talent fou. Enfin, moi, j'aimerais trop savoir faire ça. Et j'aime mais elle a un style très particulier qui lui est propre. Hein. C'est vraiment. Ouais, mais justement, on la reconnaît aussi. Tout de suite, comme un peu Vincent Dutray. Hein. Ouais, ça fait partie de ces illustrateurs qui ont vraiment leurs pattes. Et ce que j'aime beaucoup chez Maud aussi, quand tu suis ses réseaux, c'est qu'elle a énormément d'humour. Il faut savoir qu'elle est aussi illustratrice de Fluide Glacial. Elle a vraiment un côté humour décalé qui est très drôle. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Et puis beaucoup d'imagination. Voilà. Et puis c'est quelqu'un d'engagé aussi. Voilà. Il y a un podcast sur Maud d'ailleurs. Ouais, il y a un podcast sur d'ailleurs, Maud. Il n'y a pas de podcast de Vincent Dutray. Non. Ça va falloir rattraper cette erreur-là. Oui, mais je vais essayer de le rencontrer sur un festival avec grand plaisir. Ça serait super. Écoute, tu sais quoi, vu qu'on va à Essen, à chaque fois que je l'ai vu, c'était à Essen. Je l'ai aperçu. Il était en dédicace la dernière fois avec Bruno Catala. Pour les Terres du Milieu. Ouais, pour les Terres du Milieu. Et du coup, avec Antoine Boza et Bruno Catala, ils étaient tous les trois sur la même table. Et tu vois, ça conclut bien le truc parce que dans les perspectives, justement, il y a des prochains festivals que je vais découvrir avec toi et c'est notamment Essen cette année. Et c'est vrai que j'aimerais pouvoir aussi toucher des gens qui sont plus difficiles à rencontrer. Alors Vincent Dutray, notamment, ça c'est une super idée. Mais peut-être aussi aller voir des auteurs internationaux. Stéphane Feld. Par exemple. Ou, la première personne que j'ai rencontrée à Essen, alors j'y suis allé avec Jérôme, c'est Stéphane Feld. Alors j'avais fait une petite vidéo, je crois, avec avec des séquences comme ça. Il y avait Stéphane Feld où mon anglais est totalement à chier et en plus j'étais totalement déstabilisé aussi parce que je m'y attendais tellement pas. Puis on est arrivé, on a vu Stéphane Feld, j'ai dit waouh, Stéphane Feld quoi, genre les châteaux de Bourgogne quoi. Et puis Marrakech. Enfin bref, Stéphane Feld c'est juste incroyable. En fait, il est archi gentil, mais alors c'est pareil. En fait, vu que j'ai des difficultés en anglais, en fait à lire tout va bien, mais alors à parler c'est un peu l'enfer. À comprendre ce qu'on me dit ça va, mais à moi à m'exprimer c'est plus là où c'est plus compliqué. Puis j'avais fait aussi Jacob Frixelius. Ah bah oui, qui tous les ans est à Essen, donc là, toute la famille Frixelius est là, et Jacob c'est quand même le plus. Donc ça c'est Terraforming Mars. Ouais. Donc non mais c'est pour ça, moi il y a des personnalités comme ça que j'aimerais rencontrer. Par contre effectivement ce qui me fait peur c'est ça. Ce qui me fait peur c'est forcément l'interview en anglais et tout ça, mais j'aimerais bien tenter. Alors peut-être pas sur des formats aussi longs pour le coup. Non, ça peut être des séquences de 10-15 minutes. Ouais. Je vais y réfléchir à ça, si c'est possible de faire ça sur Essen et revenir avec je sais pas 5-6 petites interviews. L'avantage des petites interviews de 10-15 minutes c'est que tu n'es même pas obligé de les contacter avant pour prendre rendez-vous etc. Tu peux les choper tout de suite direct sur le stand et puis ça, c'est là où c'est le plus fun, en fait. Ouais, carrément. Et t'imagines si on arrive à aller, effectivement, à la Gen Con, faire quelqu'un comme Ryan Locat qui a fait Sleeping God, ça peut être super. Il y a plein de choses, plein d'envies à suivre. On arrive au bout de cet épisode spécial. Voilà, c'était un petit bilan et puis un bon sentiment aussi arrivé à 2 ans et demi de podcast. Donc voilà, je te propose qu'on termine là-dessus. Et puis, on se reverra peut-être ensemble sur un autre épisode, qui sait. Et en attendant, alors... T'allais conclure, mais je vous fais des bisous. Bah oui, on se fait des bisous. Et puis, Christian,
Puisqu'on en parlait de Christian. Christian, et puis il y a plein d'autres gens. Je pense à Anthony Piquet qui suit aussi le podcast et qui nous parle régulièrement et qui nous a déjà proposé de nous aider sur des points graphiques, etc. Parce que c'est son travail et tout. Donc voilà, il y a plein de gens adorables comme ça. Après, je sais plus, il y a quelqu'un, bon tant pis. Virgile Bontempi qui a pris contact avec nous par le biais du podcast. Donc tout ça, c'est chouette. Il y a aussi Johan Levé à qui je voudrais faire des bisous aussi. On va le voir bientôt, mais c'est grâce au podcast et grâce à Johan que l'on a pu partir rencontrer tout le monde à Valmeinier. Donc ça, c'était super. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, oui, tu as entièrement raison. Johan et Céline. Je me joins complètement à toi pour remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent aussi et qui nous envoient des bonnes ondes. Et on peut remercier aussi tous les gens qui ont mis des super commentaires sur ta vidéo, la bilan. Soyez pas fâchés si on vous cite pas tous. C'est parce que là, il y a des noms qui me reviennent, des gens qu'on a rencontrés ou qui nous ont contactés très récemment là. Donc du coup, voilà, c'est des gens à qui je pense tout de suite. Oui, exactement. Merci aussi à vous d'être fidèles et de nous soutenir. C'est cool. Merci beaucoup. Merci à Laurent de Rouen aussi. Voilà. Ouais, il y a plein de gens. Tous les gens du bar. Tout le collectif des auteurs du bureau des auteurs rouennais aussi. Alors là, attention, vous n'êtes pas prêts sur les noms, parce que les auteurs du bureau des auteurs rouennais, il y a des noms là-dedans, c'est des futurs Boza, Catalat, ce que vous voulez. En termes de succès, là, ça enchaîne de ouf. Il y a quand même Grégory Grard. Ouais. Grégory Grard, vous savez peut-être pas qui c'est comme ça si je vous dis juste le nom. Mais Grégory Grard, c'est quand même les Jardins Suspendus dernièrement. Château Combeau. Oui, Château Combeau, bien sûr. Voilà, avec Mathieu Roussel. Mathieu Roussel qui est aussi plein de talent et plein de succès. Il y a Mathieu Verdier qui était avec Greg sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, sur les Jardins Suspendus, sur le jeu de Explorate. Oui, il a fait Fédération. Donc voilà. C'est des bons auteurs, tout ça. On a Fred Boule aussi, qui va sortir des belles choses aussi. Là, il a déjà sorti des trucs. Il y a Viva Katrina qui arrive, qu'il a signé d'ailleurs avec Greg, je crois, qui va sortir bientôt chez The Flying Games. Et puis il y a Zénith aussi, bien sûr. Chez Monsieur Antoine Boza et Thomas Provost. Voilà, je me rappelle des noms des gens, mais plus de la boîte d'édition Playpunk. Voilà, donc Zénith, c'est encore des auteurs du bar, les deux. Puis il y a aussi l'auteur du jeu, j'ai plus le nom en tête, Super Miaou, un nom comme ça. Oui, c'est Guillaume Desportes. Voilà. Guillaume Desportes, lui, il fait beaucoup de jeux enfants, il en a pas mal à venir aussi. Donc, mais tout ça là, vous pouvez aussi réécouter les interviews. Voilà, vous avez des interviews d'un peu tous ces gens-là, et puis c'est des auteurs du bureau, des auteurs rouennais, donc le bar, si vous voulez leur faire un petit bisou sur des Facebook ou je sais pas quoi. Ça marche. Et écoute, maintenant que vous savez tout sur le podcast, tu joues ou quoi ? Et alors, tu joues ou quoi ? J'espère que cet épisode hors série avec David vous a plu. Je vous invite à partager sur les réseaux sociaux nos vidéos et nos podcasts parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis aussi, vous n'hésitez pas à me donner des idées pour de prochains épisodes, des idées d'interviews, des gens que vous aimeriez entendre, que ce soit des auteurs, des illustrateurs ou même s'il y a des métiers en particulier qui vous plaisent. Je note tout ça et puis j'essaierai d'en prendre compte. En tout cas, il est temps pour moi de faire un petit break pendant l'été. On va aller se ressourcer, on va aller à la montagne, à Valmeinier notamment, au sommet des Jeux. Donc ça va être à la fois des vacances, mais en même temps forcément des rencontres, donc de prochaines interviews à venir. Je vous invite à rester à l'écoute parce que le podcast fait un break de 4 semaines, mais début septembre, vous aurez de nouvelles interviews. Donc en attendant, profitez bien de l'été, profitez bien de jouer et je vous dis rendez-vous tous en forme à la rentrée.